Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs des radios J, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Alors aujourd'hui, nous allons parler du consistoire central, de sa place, de son rôle. En effet, l'année 2021 sera une année électorale et qui verra les élections du nouveau président du consistoire central et du grand rabbin de France. Pour en parler avec nous, nous avons le privilège de recevoir le rabbin Moshe Levin. Bonjour. Bonjour. Alors, nous savons que vous êtes le rabbin de la communauté du Raincy, vous êtes aussi le vice-président de la conférence du rabbinat européen, mais aujourd'hui au titre de conseiller, porte-parole du grand rabbin de France. Alors, quel est votre état d'esprit, monsieur le rabbin Levin? Bien, un état d'esprit plein d'espérance, parce que même si aujourd'hui l'espérance n'est pas de mise, et j'enjoins tous les auditeurs qui le font naturellement à poursuivre les gestes barrières au moment où on a une recrudescence de l'épidémie, et ne pas prendre les choses à la légère en disant bien on s'en est sorti. Il est important de le faire, mais il est important aussi d'espérer. Et je pense que la foi, les religions sont porteuses d'espérance dans des moments si difficiles. Vous pensez que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé qu'ils ont peut-être plus que jamais. J'ai pour souvenir ce que le grand rabbin de France avait dit au président de la République lorsqu'on parlait du lien de la distanciation sociale. Le grand rabbin de France a dit on ne peut pas parler de distanciation sociale, on parle de distanciation physique. Le lien social doit être au contraire approfondi par différentes méthodes. Et ce que le grand rabbin de France avait dit a été repris par l'ensemble du gouvernement. Et aujourd'hui, on parle de distanciation sociale, on n'en parle plus, on parle de distanciation physique. Il ne faut pas penser qu'il y a une rupture entre les gens. Il y a quelque chose de momentané, il y a des précautions, mais c'est une distanciation physique et pas sociale. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure que vous étiez le porte-parole du grand rabbin de France. Cette année aussi verra l'élection, juste avant de rentrer dans la dentelle, monsieur le rabbin Levin, le nouveau président du consistoire central, Joël Mergui, arrive au terme de son mandat. Et donc, conformément au statut, il y aura l'élection d'un nouveau président. Oui, et c'est quelque chose d'important. Et c'est bien que ce soit la même année. Habituellement, c'était toujours au même moment. Mais là, ça sera le président du consistoire central sera l'élection le 24 octobre 2021 et le grand rabbin de France un peu plus tôt. La date a été fixée le 13 juin 2021. Donc 13 juin 2021, l'élection du grand rabbin de France et en octobre, le président du consistoire central. Alors, nous savons, monsieur le rabbin Levin, que Maître Eli Korshia est candidat. Beaucoup considèrent que c'est un candidat extrêmement sérieux qui honore le judaïsme français. Grand avocat, on le sait, remarqué pendant le procès des attentats de 2015. Il a été aussi le président durant ces 15 dernières années. Quel est le sentiment aujourd'hui de la communauté à l'égard de Eli Korshia? Le sentiment, effectivement, excellent avocat. J'ai lu, comme tout le monde, un portrait dans Actualité juive le concernant. Il se fait remarquer parmi les avocats, il a été distingué, il a eu la Légion d'honneur il y a peu, qui ne lui a pas été encore remise. Ce qui est important, c'est finalement d'avoir un profil de quelqu'un qui a... pendant des années, s'est dévoué pour la communauté, souvent sur le compte de son travail, puisqu'il a dû mettre... Il ne comptait pas ses heures, il travaillait. Oui, il a mis son cabinet en veille pour s'occuper, par exemple, tout récemment, des deux caissières du supermarché, hyper cachères, qui l'a accompagné, mais j'ose dire presque jusqu'à dans l'avion. Quelque chose d'incroyable en termes de dévouement. Donc c'est quelqu'un qui apporte à la communauté, qui ne se sert pas de la communauté, mais qui sert la communauté. Alors on va parler du grand rabbin de France, Chaim Korshia. Juste une question, qu'est-ce qui fait que ce grand rabbin est une très bonne image de marque qu'il a aujourd'hui, et dans la communauté et à l'égard des pouvoirs publics? À quoi c'est dû? Bien, j'ose dire, c'est qu'il fait tout
avec une sincérité absolue et un courage souvent. Il a une très belle image, effectivement. Certains veulent dire auprès des politiques, j'ose dire, pas seulement. Le Non, temps qu'il... grand public dans les Grand communautés, public. quand on se balade dans les synagogues, il a une très bonne image d'un grand rabbin qui honore le judaïsme français. Oui, je vous racontais, j'ai rencontré un préfet il y a peu. Il me dit, si j'apprécie autant le judaïsme, et c'est très révélateur, c'est parce que vous avez un grand rabbin de France comme celui-là. C'est parce que je l'apprécie, sa sagesse, sa connaissance des textes. Vous pouvez voir, il n'y a C'est pas pas... diplomatique, c'est... Non, c'est sincère. Un jour, j'ai même eu un curé qui est venu me voir, me dire, c'est dommage qu'on n'a pas un président aussi important et aussi sage que votre grand rabbin de France. Alors on va rentrer dans la dentelle, comme on a dit tout à l'heure, c'est un rabbin au service de la famille, c'est-à-dire qu'il s'est occupé de la vie juive. Alors le problème des conversions, on va aborder des agounot. On va commencer par les agounot et les femmes. La femme juive a trouvé sa... La femme d'une manière générale, monsieur le rabbin, elle peut être plombier, architecte, astronaute, elle a trouvé sa place partout dans la société. Et vous direz qu'elle n'a pas trouvé sa place dans la synagogue? Je ne dirais pas cela. Je pense en tout cas que le grand rabbin de France a lutté pour qu'elle ait sa place. Et a poursuivi ce qui a été engagé par le grand rabbin précédent, par le grand rabbin Bernheim, qui avait aussi œuvré, mais il a poursuivi et il s'est inspiré, mais il a avancé des nouvelles idées. Et c'est ce qui est formidable, c'est qu'il n'a pas agi seul. Il l'a fait en concertation avec différents partenaires. Et sa volonté, c'était de faire avancer dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'étude. Non, mais je vois par exemple qu'il a harmonisé les cérémonies de la bat mitzvah afin d'accueillir dignement et en conformité avec la halakha les jeunes filles au cœur de nos communautés, qu'il a mis en place un processus d'apprentissage des textes par les jeunes filles qui sortent de la bar mitzvah et surtout qu'il a renforcé la présence des femmes dans l'espace synagogal et qu'il a augmenté, si vous voulez, comme vous dites, le volume d'études, ouvrir les portes et les fenêtres à l'étude pour les femmes. Tout C'est à ce fait. qu'il réalise aujourd'hui. Tout à fait. Et je veux dire, en termes de symbole aussi, récemment, il a créé un titre de Yekirat Akeila. Yekirat Akeila, c'est ce titre qui est l'équivalent de Chaver pour les hommes, qui existe depuis longtemps dans la communauté juive, qui est un engagement dans l'étude des textes, qui est, je vais dire, presque un rabbin. Et les femmes, cela n'existait pas. Il a créé le titre. C'est une marque de reconnaissance à l'égard des femmes qui ont apporté à la communauté leurs compétences. Et qui apporte et qui encourage les femmes à étudier les textes. Pour ne pas qu'elles soient minorées dans les textes. À un moment où les femmes aujourd'hui peuvent accéder à des très hauts niveaux de connaissances dans le monde et dans la société, eh bien, on ne peut pas les laisser en marge de l'étude des textes. Rappelons que c'est elles qui sont porteuses de l'identité des enfants, etc. Et donc ça, il a œuvré. Et il œuvre au quotidien. Le grand rabbin Chaim Korsia avait dit « Je ne peux pas mettre de côté la moitié du peuple juif ». Oui, il l'avait dit, effectivement, donc, vous avez une bonne mémoire lors de sa campagne électorale. Voilà, c'est-à-dire que l'étude pour lui, pour tous et toutes, était quelque chose de primordial. Ça demeure sa conviction aujourd'hui. Ça demeure sa préoccupation dans tous les domaines. Il est allé, encore il y a 15 jours, 3 semaines, au Bet Rivka à Hier, rencontrer les jeunes filles. Il y est allé 2 ou 3 fois dans l'année dans cette école. Il a remis des diplômes, etc. Donc, il veut que les femmes aient la capacité, selon la halakha, de pouvoir étudier et de pouvoir s'engager dans les textes. Il a décerné le prix à 2 personnalités pour les femmes, puisque ça sera chaque année à Hanouka, 2 femmes, 2 hommes. Les 2 femmes ont été Janine El-Koubi, que tout le monde connaît, de Strasbourg, qui est engagée dans l'étude depuis de longues années. Et puis Madame Joëlle Bernheim, l'épouse du grand rabbin Joël Bernheim, qui avait créé le Bet Midrash Lanashim depuis plusieurs années pour encourager les femmes à étudier les textes. Alors il a aussi œuvré et accompagné, il avait comme souci lors de sa campagne électorale un rabbin au service de la jeunesse. Mais il n'a pas nommé, comme il s'était engagé, un aumônier des universités.
effectivement, il l'a proposé. Or, pour pouvoir nommer, il faut le bon candidat, mais il faut aussi le rémunérer. Il y avait, dans le temps, il y avait un aumônier des étudiants. Ça faisait partie des charges du consistoire. Un aumônier compétent, on peut trouver. Maintenant, les finances, c'est autre chose. Tout à fait. Et en période de Covid, c'est peut-être encore plus difficile. Mais il a proposé, et malheureusement, et c'est pour ça que c'est important, que le président du consistoire qui sera élu, quel qu'il soit quelqu'un qui a un même projet et qui s'inscrit aussi dans le projet du grand rabbin de France. C'est vrai que là, on aura des possibilités de prioriser l'étude et l'enseignement, et parce qu'aujourd'hui, la réalité fait que l'aumônier des étudiants, j'ose dire, c'est le grand rabbin de France. Le nombre d'heures qu'il passe pour régler des problèmes universitaires... Il remplit cette fonction. Oui, et le nombre d'heures individuelles pour décaler des examens qui tombent le Shabbat, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de zéro... Justement, où en est le moratoire, Moshe Levin, des examens de Shabbat, les jours de fête, qu'il devait régler avec le ministère de l'Éducation nationale? Ça avance? Il n'y a pas eu de moratoire, mais il y a eu des accords. D'une part, l'absence, un zéro n'est plus éliminatoire. Ça, c'est fini. Ah, il a obtenu. Il a obtenu. C'est une grande avancée. Tout à fait. On a eu encore récemment, il y a 15 jours, 80 étudiants en hébreu. On leur a mis des examens transverses le jour du Shabbat. Eh bien, il a réussi à faire qu'il y ait une deuxième session pour eux. C'est un maître à l'actif du grand rabbin de France, Chaim Korsia. C'est un maître à l'actif, mais des centaines d'élèves en bénéficient. Donc, j'ose dire, pour toute la France, et Paris compris. C'est lui qui s'en occupe au quotidien. Alors, on le connaît, Chaim Korsia, le rabbin Levin, comme aussi sur la jeunesse, les femmes, l'étude, cette préoccupation qu'il a tous les jours. Mais il est toujours, certains disent, le rabbin de la mémoire. Il a organisé des dizaines de voyages à Auschwitz. Pourquoi cette préoccupation? Et ce n'est pas toujours le rôle du grand rabbin de France. Vous savez, d'accompagner, d'être présent à Auschwitz. Il est présent, il organise chaque année des voyages auxquels il participe parce que il y a un devoir de transmission qui est profondément juif. La transmission, c'est, j'ai envie de dire, le pilier du judaïsme. C'est ce qui a marqué Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Et la transmission, c'est le rôle premier d'un rabbin. Non seulement il va dans ce voyage, il participe à ce voyage, il l'organise, mais il prend avec lui d'anciens déportés qui sont là pour témoigner, parce qu'il a conscience que dans quelques années, on n'en aura plus. Le docteur Élie Buzyn vient toujours presque avec nous dans ses voyages, et il prend des jeunes dans ses voyages aussi. Il prend des écoles. Et c'est ça ce qu'il a de formidable. Le grand rabbin de France peut s'adresser à n'importe quel type d'âge. Non, mais ce grand rabbin de France, Chaim Korsia, a fait avancer les problématiques, les réponses de la famille, de la jeunesse, de la mémoire, comme vous dites. Mais il y a quand même un souci. Vous savez, quand on se balade dans nos différentes banlieues où sont installés des jeunes rabbins qui font un travail remarquable, exceptionnel dans leur propre communauté, mais qui ont des problèmes, des soucis d'économie, de couple, des problèmes de solitude, des problèmes financiers. Et ils disent personne ne s'occupe d'eux. Ils ont l'impression qu'ils sont dans une solitude dans leur fonction. Effectivement. Alors, ça, c'est la structure en fait du consistoire. C'est intéressant de la rappeler. Comment est bâti le consistoire? Il y a un grand rabbin de France, un président du consistoire central. Au-delà, il y a des consistoires régionaux. Les consistoires régionaux génèrent et règlent les questions de cacheroute, de statut personnel, de beddin, etc. Et le grand rabbin de France doit impulser cette dynamique. Or, le grand rabbin de France, quelquefois, ne veut pas empiéter sur le domaine du grand rabbin de Paris. Vous me parlez de Paris et la banlieue. Oui. Paris et la banlieue, il y a un grand rabbin de Paris qui doit s'en occuper d'abord. Ce
que le Grand Rabbin de Paris n'arrive pas à faire, le Grand Rabbin de France est toujours là pour répondre. Nous savons, Moshe Levin, que le grand rabbin de France, Chaim Korsia, fait beaucoup de choses dans l'ombre, discrètement, pour aider, pas simplement pour les rabbins, pour d'autres familles, pour les Hagounot, mais quand même officiellement, un grand rabbin de France, dans l'esprit populaire, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, c'est pas vrai. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas les pouvoirs sur les finances. C'est partagé. Il y a les responsabilités du grand administratives rabbin de Paris et du grand rabbin de France. Oui, tout à fait. Il y a des grands rabbins régionaux qui sont importants. Cela étant, tous les cas de Hagounot qui ne peuvent pas être réglés par le grand rabbinat de Paris. Rappelez aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une Hagouna. C'est une femme dont le mari, qui vit séparé de son mari, et le mari refuse de donner le guet. Et cette femme ne peut pas se remarier et ne peut pas avoir de relation. Et certains maris abusent de ce pouvoir. La femme Hagouna, c'est la femme délaissée. La femme enchaînée. Enchaînée. Elle est enchaînée. Et c'est dramatique. Pas plus tard que hier, j'ai lu une décision du Beddin de Jérusalem qui a mis en kherem un garçon français qui a laissé son épouse en Israël, qui attend son guet depuis 3 ans, une jeune femme avec des enfants, et qui est venue s'enfuir. Il est venu à Paris, il a une nationalité française, puis à Marseille, et le Beddin de Jérusalem l'a mis en kherem, a eu le courage de faire en sorte que ce monsieur ne peut plus monter à la Torah, ne peut plus... Et ça, le grand rabbin de France... Mais on connaît le courage du rabbinat israélien concernant les conversions, concernant les Hagounot, concernant le guet. Pourquoi il y a ce blocage en France ? Alors, le blocage est en passe d'être en grande partie résolu. Il y a eu plus de 80 cas résolus qui traînaient depuis des années. Pourquoi ? Et ça, c'était dans le programme du Grand Rabbin de France, c'était de travailler avec l'Europe. Il y a une loi qui est passée à la Knesset en 2019. Et nous étions à la Knesset pour justement, avec le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, qui est président de la conférence des rabbins européens. Le Grand Rabbin de France en est le premier vice-président aussi. Et de sorte que cette loi, qui prenne en compte, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'une loi est à l'origine, à la demande d'un organisme à l'extérieur d'Israël, qui rendrait pénalement responsable, ce qui rendrait un délit, qui considérait comme un délit, qu'un Français ne donne pas le guet à sa femme. Et donc, lorsqu'il arrive en Israël, et il y a eu beaucoup de cas, eh bien, et cette personne est immédiatement arrêtée, même s'il est français, qui va en touriste, il va voir de la famille, etc., est immédiatement arrêté. Eh bien, cette loi, ça fait bientôt 3 ans qu'elle existe. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Oui. C'est une réalité, et c'est à l'actif du rabbinat européen et du grand rabbin de France. Mais pourquoi ces bonnes nouvelles ne sont pas connues du grand public ? Pourquoi le grand rabbinat de France ou le grand rabbinat de Paris ne porte pas à la connaissance d'un public très large ce type d'information qui est très important, très encourageant ? Et heureusement qu'il y a des émissions comme celle-ci, Sans Tabou, voilà, qui permettent de... Alors, qu'est-ce qu'on fait, Moshe Levin ? Vous êtes rabbin. Qu'est-ce qu'on fait des enfants issus de mariage mixte ? Un problème capital, et le grand rabbin de France, c'est ça, il insiste beaucoup. Non, j'explique pour les auditeurs. Vous avez un enfant qui rentre dans une école juive et puis qui arrive, il ne sait pas que sa mère était pas juive, qu'il n'y a pas eu de dossier d'ouvert, etc. Puis il arrive, et quand il veut faire sa bar mitzvah, il dit « Ah non, mais tu n'es pas juif ». Pendant 10 ans, il était dans l'école juive. Quand il arrive pour sa bar mitzvah, c'est plus acceptable. Je sais qu'aujourd'hui, dans nos écoles juives, on applique les paramètres du grand rabbin Sirat. Les paramètres du grand rabbin Sirat, c'était de dire à ces familles-là, OK, on inscrit les enfants, mais vous vous engagez à ouvrir un dossier de régularisation de conversion auprès du Beddin de Paris. Ça a toujours lieu ? Magnifique le terme que vous avez employé de régularisation. Le grand rabbin de France, pour des enfants issus de mariage mixte, rappelons que c'est la mère qui transmet l'identité. Donc si la maman est juive, l'enfant sera considéré comme juif. Si la maman n'est pas juive, le grand rabbin de France souhaitait, et c'est le cas dans la halakha, que l'appréciation soit différente et qu'on parle non plus de conversion, parce que la terminologie est complexe pour un enfant qui se sent rejeté, mais de régularisation. Et il a demandé à tous les batés dinim qu'on n'appelle plus ça conversion, mais qu'on dise aux enfants, tu vas régulariser ta situation. Et ça, c'est à son initiative. Et c'est incroyable, et vous me permettrez
vous savez que j'aime beaucoup les anciens rabbins et que j'ai toujours un très bon contact avec eux. Et je voudrais rappeler ce que m'a dit le grand rabbin René Gage. Il m'a dit, lui a été un moment au service des conversions, mais on oublie l'histoire. Et il m'a dit, ce que le grand rabbin de France a fait est magnifique parce que moi j'étais au service des conversions, on appelait ça régularisation. Et donc il a remis, j'ai envie de dire, à Taral et Yoshna. Donc Chaim Corsia a remis sur la table le vrai terme concernant ces dossiers. Voilà. Alors je continue de vous bousculer, monsieur le rabbin Lévin, mais c'est l'objet de cette émission. Qu'est-ce qui se passe avec l'école rabbinique? Nous avons un joyau son rôle doit de former des rabbins pour la communauté juive. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui se passent au séminaire israélite de France, l'école rabbinique. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile d'apporter un jugement, même si j'ai mon avis personnel, sur l'école rabbinique. Ce qui est sûr, c'est que... J'apprends hier que même les élèves rabbins actuellement ne descendent même pas, je ne sais pas si c'est vrai, ne descendent même pas à l'office de Shachrit le matin. Ils n'ont pas minyan pour faire l'office à l'école rabbinique. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, ce que je me souviens, c'est que le grand rabbin Bernheim avait organisé un petit peu comme un audit. Il y a une commission administrative à l'école rabbinique. Et le grand rabbin Bernheim avait souhaité qu'il y ait des réunions tous les 2 mois de cette commission administrative pour faire un état des lieux de la situation. Il avait été décidé de constater les lacunes comme toute institution qui existe. Et les préconisations dans le recrutement du directeur étaient que le directeur doit habiter sur place, que le directeur ne doit se consacrer qu'à l'école rabbinique et pas à d'autres fonctions, même s'il est très intelligent, etc. Non, mais Olivier Kaufmann, le grand rabbin Olivier Kaufmann, de grande valeur, fait un travail remarquable. Et c'est une personnalité qui construit, qui a le souci de la communauté. Qu'est-ce qui se passe dans la structure de l'école rabbinique? Ça ne dépend pas uniquement du directeur. Tout à fait. Mais il y a... ça dépend beaucoup du recrutement. Oui. Et pour ça, il faut, à mon avis, qu'il y ait un partenariat avec les écoles juives pour discerner des élèves potentiels pour l'école rabbinique. Parce qu'il y a trop peu d'élèves. Et aujourd'hui, le grand rabbin de France était face à un dilemme. Il a voulu régler le problème où on a des rabbins éminents en France qui ne sont pas passés par l'école rabbinique. Mais j'ai envie de dire, ont passé 20 ans, 30 ans de carrière et ont appris les choses avec les années. Alors, avec tout ce que réalise le grand rabbin de France, Chaim Corsia, Moshe Lévin, ce que vous nous expliquez, la famille, les enseignements, les agounot, les divorces, tout ce travail exceptionnel que réalise le grand rabbin Chaim Corsia, et aujourd'hui, on le sent réticent. Est-ce que l'idée d'un deuxième mandat ne l'a pas effleuré? Je ne sais pas, ça il faudra lui demander. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit, il n'y a pas de campagne aujourd'hui. La date des élections est annoncée en juin. Pourtant, il y a un mouvement qui est en train de faire pression sur lui. Oui, énormément de personnes comptent sur lui. Et les présidents de communautés, vous savez, il a fait plus de 100 voyages par an dans les communautés qui n'avaient jamais vu de grand rabbin de France quelquefois, passer un Shabbat dans des petites communautés. Parce que lui se dit, Paris a beaucoup de rabbins, mais la province n'en a pas beaucoup. Et il est plus important pour un grand rabbin de France d'aller à Bayonne, dans des communautés de moyenne importance. On l'a surnommé le rabbin du peuple. Oui, parce que chaque la proximité de Chaim Corsia avec les communautés, ça tout le monde le reconnaît. Mais les engagements, par exemple, de faire de chaque diplômé de l'école rabbinique doit trouver un poste rabbinique. C'est aujourd'hui la réalité, c'est pas la réalité? Alors, vous savez, il a demandé, ça a été immédiatement dès son début de mandat. Il a fait venir quelqu'un qui était DRH chez Air France, en disant s'il a pu gérer les pilotes, il pourra gérer les rabbins. Qui est Jacques Rosen. C'est pas évident. Ça a été dur. Et il a auditionné une centaine de rabbins pour voir leur niveau, pas religieux, mais les aspirations, les capacités pour eux, même s'ils ne sont pas passés par l'école rabbinique, de pouvoir... avec peut-être des stages en juillet, en août,
passer leurs examens. Et de façon à valider des acquis qui permettraient de combler et de ne pas avoir des communautés qui ne trouvent pas de rabbin. Et malheureusement, il y a eu une opposition c'est là qu'il n'a pas tous les pouvoirs, du grand rabbin de Paris, de l'association des rabbins français et du directeur de l'école rabbinique. Il a dit, laissons faire l'école rabbinique, mais si il décide de se représenter, je vous garantis, et nous sommes là aujourd'hui, je vous garantis qu'il prendra la décision pour faire en sorte d'évaluer les rabbins et de les faire avancer, parce que le rôle du Grand Rabbin de France, c'est aussi de faire avancer les rabbins. Merci Moshe Levin, merci. On aura l'occasion de développer tous ces sujets, mais c'était très riche. Je rappelle simplement que demain, on sera présent à la conférence des évêques de France, parce que la conférence des évêques va remettre au Grand Rabbin de France un document inédit, historique, au Grand Rabbin sur la condamnation, pas déplorée, mais la condamnation de l'antisémitisme. Oui. Merci Moshe Levin. Et vous me permettez juste d'ajouter quelque chose, je parle après l'animateur, mais cette déclaration est fondamentale, ce qui montre aussi le dialogue interreligieux du Grand Rabbin de France. On aura l'occasion. Merci à tous les auditeurs, Shavua Tov et à très bientôt.